toutes et à tous. Donc on va démarrer ce nouveau numéro des Petits Déj Pro. Je vous rappelle simplement, normalement le contexte, on est censé être avec un petit café, des viennoiseries, un petit jus d'orange pour être en forme, et on est censé donc inviter en présentiel un intervenant pour nous parler d'une thématique de gestion d'entreprise. Donc ces sessions sont ouvertes à tous les entrepreneurs, les décideurs, les chefs d'entreprise du territoire. Et donc on est sur un rendez-vous mensuel une fois par mois, le mardi matin. Donc aujourd'hui spécifiquement on le fait donc en distanciel avec deux outils. Un outil dit Zoom pour faire ces sessions de webinaire. Et on est également sur un plan un peu plus large avec un Facebook Live qui vous permet de voir le plateau qui aujourd'hui est plutôt sur un plateau TV. Du coup, je vais passer la parole à Maxime qui va lancer ce format et qui va aussi présenter donc notre intervenant du jour. Bonjour Maxime. Je te laisse couper. Bonjour Soufiane, merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc là en effet, on est 15 participants sur l'application Zoom. Et pour le moment, en attente de connexion, il y a 4 personnes qui sont en train de nous rejoindre sur le Facebook Live. Donc, je suis Maxime Lehoux, président de l'association ERET. L'association est un groupement d'entreprises sur Touraine-Est-Vallée. Elle est composée de 51 entreprises sur le territoire qui représentent un peu plus de 2000 emplois. Donc là, on vous propose ce matin ce petit déj pro sur la gestion de la trésorerie en temps de crise, partie 2, parce que nous vous avons proposé la partie numéro 1 sur la gestion de la trésorerie, le petit déjeuner de mai. C'est avec notre partenaire bancaire, la Banque Populaire, qui ont parlé en fait des leviers externes et des aides que peuvent avoir recours les entreprises sur la gestion de la trésorerie. Aujourd'hui, on vous propose donc d'aller plus loin sur vos compétences en gestion de trésorerie. Notre expert du jour, Stéphane Séguré, qui fait partie de l'agence Bras droit des dirigeants. Stéphane Séguré est directeur des affaires financières externalisées et il a cette compétence pour vous aider en qualité de chef d'entreprise à piloter et gérer votre trésorerie. Encore merci à tous pour votre présentation. Pour le fonctionnement, je vous propose de couper vos micros sur l'application Zoom. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat. On va être vigilant avec Anne-Sophie qui est là ce matin pour nous aider à organiser cet événement. On pourra interagir donc avec Stéphane pour vos questions. On va être aussi vigilant sur Facebook Live à regarder aussi si vous avez des questions. Et puis après, au cas par cas, on vous proposera d'allumer votre micro si vous souhaitez intervenir. Voilà, donc je vais couper mon micro et je vais demander donc à Stéphane de prendre le relais. En tout cas, je vous souhaite un excellent petit déjeuner et une belle journée. À tout à l'heure. Merci. Bonjour tout le monde, donc Stéphane Séguré, donc je suis DAF externalisé à temps partagé, c'est-à-dire que j'apporte, je dirais, mon expertise de DAF dans les entreprises pour accompagner les dirigeants des PME sur leur activité, je dirais, sur leurs services administratifs et financiers. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est comment piloter sa trésorerie en temps de crise. Sujet d'actualité. Comme le disait Maxime, vous avez déjà eu un focus sur les aides. Donc là, ça va être comment, je dirais, piloter sa trésorerie, les effets de levier, les moyens d'action en interne qu'on peut avoir. Donc évidemment, je ne vais pas je dirais faire l'inventaire de toutes les actions. Par contre, je vais prendre des actions qui sont, je dirais, rapides et efficaces qu'on peut mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en temps de crise, il faut mettre des actions rapides et efficaces. Donc je vais élaborer quelques, je dirais, leviers d'action. Donc, pour commencer, ça fonctionne pas? Voilà. Donc, je vais vous rappeler un petit peu je vais vous rappeler un peu le contexte, un peu de pourquoi, je dirais, la crise est présente, et puis pourquoi il faut agir sur sa trésorerie. Voilà, donc les moyens d'action sur lesquels je vais avoir mon focus seront plus sur ce qu'on appelle le besoin fonds de roulement. Alors vous verrez, c'est un terme technique, mais le besoin fonds de roulement, c'est votre action sur vos fournisseurs, sur vos clients et sur vos stocks. Voilà,
Et puis évidemment, je parlerai un petit peu des aides gouvernementales, mais ça a déjà été fait. Par contre, je le survolerai, mais ça fait quand même partie des éléments sur lesquels il faut pouvoir agir et il ne faut pas, je dirais, se priver de faire l'inventaire des aides que vous pouvez avoir à ce niveau. J'ai du mal à avancer. Voilà. Et puis, je dirais en conclusion un petit peu, on parlera du prévisionnel de trésorerie qui vous permet de pouvoir, je dirais, surveiller votre trésorerie et de vérifier, je dirais, si vos actions sur votre trésorerie sont efficaces. Alors, le contexte, évidemment, vous le doutez bien, c'est le Covid. C'est-à-dire que le Covid, ça a été, je dirais, surtout par rapport au premier confinement, ça a été un choc assez violent. C'est-à-dire que beaucoup de commerces, par exemple, ont été obligés de fermer pour des fermetures administratives et d'autres ont eu des activités, je dirais, fortement en baisse. Donc, ce qui fait que, évidemment, vous aviez quand même des charges qui étaient présentes. Donc, je dirais, entre guillemets, la baisse de votre chiffre d'affaires avec la stabilité de vos coûts qui, eux, n'avaient pas baissé comme ça du jour au lendemain, eh bien, vous vous retrouviez, je dirais, avoir un effet de ciseau. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que beaucoup de personnes se sont dit, oh là, on ne voit pas ce qui se passe, donc dans ce cas-là, je stoppe tout, je me mets en stand-by. Donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes ont eu ce qu'on appelle une position attentiste. Eh bien, moi, je vous dis simplement, eh bien, il faut pas attendre, il faut agir. Donc, pour ça, agir, eh bien, il faut faire des actions qui sont assez fortes et rapides. Donc, évidemment, sur le fonds de roulement, comme je vous disais, donc sur les stocks, sur les clients et sur les fournisseurs. Voilà, et puis évidemment de pouvoir profiter des différentes aides. Alors évidemment, vous vous doutez bien, les aides, il y en a beaucoup. Il faut, je dirais, aller les chercher, il faut aller les documenter. Donc là, vous pouvez vous faire aider. Hein. Il existe, je dirais, vos banquiers, notamment vous avez fait une conférence qu'un banquier, ils sont très au courant. Vous avez votre expert comptable et vous avez une pléthore d'organismes qui sont la CCI et autres, la région qui peuvent aider sur l'inventaire de toutes ces aides. Donc, agir sur le BFR. Vous avez 3 moyens d'action sur le BFR. Le premier, ça va être sur votre poste client, de pouvoir agir. Donc, une des premières choses qui est intéressante, c'est que quand vous facturez, il faut accélérer, je dirais, votre facturation. C'est-à-dire, vous avez fini un chantier le lundi, vous n'attendez pas le vendredi soir ou le samedi pour facturer. Bien souvent, c'est ce qui se passe, parce qu'on n'a pas le temps, je dirais, sur l'administratif. Eh bien non, vous avez fini votre chantier le lundi, vous facturez le lundi. Pourquoi? Parce que votre délai client, il court tout de suite. Et votre facture, elle peut partir dès le lendemain matin. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander des acomptes. Je dirais souvent, on ne demande pas des acomptes. Et pourtant, c'est important parce que des acomptes, quand vous demandez un acompte, c'est tout de suite dans votre trésorerie. Et puis, je dirais, comme dans le BTP, il ne faut pas hésiter à facturer ce qu'on appelle des situations de travaux assez régulièrement. Ça, le BTP le fait. Mais je dirais, pourquoi pas les autres services aussi? Quand vous avez une mission, par exemple, qui s'étale sur un mois, eh bien, vous pouvez facturer la semaine, pourquoi pas? C'est des choses qu'il faut négocier avec votre client, parce que tout ce que vous facturez, je dirais, eh bien, c'est des rentrées d'argent qui sont beaucoup plus rapides. Stéphane, je te coupe, parce que je sais que tu as une casquette aussi généraliste. On sait qu'il y a certains secteurs d'activité, comme le BTP notamment, qui permet en fait ce système d'acompte. Comment tu le vois dans d'autres secteurs d'activité? Alors, c'est-à-dire, comment le mettre en place? Est-ce que tu penses que cette pratique-là est possible dans tout secteur d'activité, le tertiaire, le commerce? Tout à fait, tout à fait. Pour le tertiaire, par exemple, une mission de service, il y a une étude préalable à faire. L'étude préalable, elle nécessite quand même du temps à passer, entre guillemets, des temps à utiliser, je dirais peut-être du matériel, à faire des enquêtes, des choses comme ça, quand on fait des diagnostics. Donc ça, c'est du temps aussi, entre guillemets, qu'on peut facturer en acompte. Et puis souvent, l'avantage de l'acompte aussi, ça permet de bien acter la mission et puis de bien démarrer la mission. Parce que je dirais, c'est comme je dirais, on ne va pas attendre que la mission soit finie pour être réglée, entre guillemets. Parce que ça veut dire que vous engagez tous les coûts sur la mission et vous n'êtes payé qu'à la fin de la mission, qui peut être 1 mois, 2 mois, tout dépend de la longueur de la mission. Donc je pense que c'est des choses, déjà contractuellement, lorsque vous négociez au départ votre service, c'est déjà un acte d'achat, un acte d'engagement, et puis en même temps, ça vous permet de pouvoir partir tranquillement. Donc je pense que oui, ça peut être mis en place. Dans le BTP, c'est fréquent, c'est même institutionnel, donc là, on n'a pas à réfléchir. Mais je pense que ça fait partie d'une négociation. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, dans un contexte actuel, c'est compréhensible, ça sera compris de la part de tout le monde. Parce qu'actuellement, on sait bien que tout le monde recherche de la trésorerie. Ceux qui ont les moyens, eh bien, ils sont plus enclins à accepter à ce que les autres leur demandent des acomptes, des choses comme ça. Voilà, et je pense que si tout le monde joue le jeu dans ce sens-là,
mais ça devrait fonctionner. Alors justement, c'est le moment de pouvoir opérer ce virage et mettre en place ce type de méthode, des acomptes, avec Oui. la période actuelle, parce que effectivement, les gens le comprendront plus facilement. Alors déjà, oui, après, je veux dire, nos partenaires ont aussi, je dirais, leurs difficultés de trésorerie également. Et je veux dire, on verra bien, il y a des aides actuellement qui existent justement pour aider tout le monde, pour avoir une bouffée d'oxygène en ce moment-là. Mais je pense que oui, c'est des principes qui veulent être mis en place parce que ça permet, je dirais, d'avoir une trésorerie tout de suite et pas attendre, je dirais, la fin de la mission qui peut être très longue, entre guillemets. Donc ça permet d'avoir une trésorerie tout au long. Mais je dirais, c'est que ça soit actuellement ou pas, je veux dire, toute gestion de trésorerie, je dirais passe un peu par, c'est des solutions qui existent. Maintenant, en temps de crise, je dirais c'est d'autant plus important parce que les besoins sont réels et sont présents. Voilà. Par contre, maintenant, ce qui peut exister aussi, c'est que vous avez des litiges sur des factures. Souvent des litiges commerciaux, des choses comme ça. Donc, il est important de les résoudre très rapidement. Parce que tant que vos litiges ne sont pas résolus, votre facture n'est pas acceptée, n'est pas enregistrée et puis n'est pas mise en paiement. Donc, c'est très important. Donc, à partir de là, eh bien, il faut, je dirais, les résoudre tout de suite. Et s'il y a des avoirs à mettre, parce que vous avez négocié avec votre client, il y a un avoir, eh bien, faire l'avoir tout de suite et lui envoyer. De façon à ce qu'il puisse enregistrer l'avoir et la facture, et puis que ça parte dans le circuit de paiement pour que, je dirais, le délai, soit court tout de suite. Donc, il faut être réactif, parce que plus vite on est, mais plus vite la trésorerie, je dirais, le règlement de la facture viendra dans notre trésorerie. Et puis, évidemment, il faut relancer vos clients. Ça, c'est important. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui existent. Hein. Il y a le mail, il y a le téléphone, il y a le courrier, il y a le visuel. Alors, en ce moment, le présentiel un peu moins. Mais tous les moyens sont bons. Mais c'est important de les relancer. Parce que si vous ne les relancez pas, eh bien, je veux dire, peut-être qu'eux sont dans une difficulté actuellement, choses comme ça. Et eux, ils se disent, ben, tant qu'on ne me relance pas, moi, je ne paye pas. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer, surtout à rappeler aux personnes qu'il y a une date d'échéance, il faut la respecter. Et puis, ne pas hésiter aussi, je pense que, là je parle de relancer les clients, mais ce qui est important aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'appeler ces clients, on va dire 8 jours avant la date de paiement, en disant, avez-vous bien reçu la facture? L'avez-vous bien en comptabilité? L'avez bien vous mis en paiement? Est-ce qu'elle sera bien payée à telle date? C'est-à-dire que vous anticipez, plutôt que, je dirais, le lendemain ou le surlendemain de la facture, vous appelez en disant, je n'ai pas été payé. Ah mais oui, mais on n'a pas reçu votre facture. Ah oui, mais là, je veux dire, vous repoussez de 15 jours tous les paiements. Donc, n'hésitez pas même à anticiper votre relance. Même si mensuel. Tout à fait. Voilà. Donc, aussi, il y a pléthore de solutions qui existent. Par exemple, vous pouvez aussi céder vos factures. Alors, il y a le factor, il y a ce qu'on appelle le DAI, l'escompte. Donc là, je dirais, il faut se rapprocher de votre banquier, entre guillemets, pour ces éléments-là. Mais il y a pléthore de solutions où vous pouvez céder vos factures, ce qui fait que, je dirais, on va dire, le lendemain de son lendemain, vous avez l'argent sur votre compte. Et après, c'est le factor qui va gérer la relance de son côté. Donc voilà pour le poste client. Donc 4 actions qui, pour moi, sont assez rapides, mais qui sont importantes et qui sont efficaces. On a eu pas mal d'informations, en effet, sur cette partie-là de financement des factures sur le volet 1. Moi, j'aimerais connaître justement ta position, toi, sur... parce qu'on sait quand même que c'est un service onéreux, mais parfois, en effet, qui résout certaines problématiques. On réduit tous les délais de paiement. Quelle est ta vision justement sur cette gestion? Alors, la vision, c'est tout dépend s'il y a un besoin urgent, je dirais, on va dire de trésorerie, de cash, quoi, d'argent. S'il y a un besoin urgent, des fois, on va dire, faut évaluer. Est-ce que ça vaut le coup, je dirais, d'avoir des dépenses, d'ailleurs, des commissions, payer des commissions, mais avoir l'argent tout de suite. C'est un calcul. Et puis en même temps, ça permet d'externaliser aussi la relance client en même temps. On cède des factures, mais la relance est faite, entre guillemets, par on va dire le facteur ou par... donc voilà, soit sur le DAI, c'est vous qui conservez encore la relance, et puis sur les escomptes, et sur le facteur, c'est lui qui s'occupe et qui s'en charge après. Donc vous externalisez, entre guillemets, tout ce service de relance. Ça a un coût, c'est sûr, mais après il faut évaluer. Est-ce que ce coût, ça me permet de gagner du temps sur du personnel qui ne relance pas, du temps à passer, c'est-à-dire une charge de travail. Donc j'économise toutes ces charges de travail, je me concentre sur mon activité et j'ai la trésorerie cash. Évidemment, ça me coûte un peu plus en termes de frais. C'est un calcul à faire. Ok, merci. Alors, on peut aussi agir, je dirais, sur les stocks. Évidemment, quand on est une société de service, il n'y a pas de stock, mais sur les stocks, c'est important. Pourquoi? Parce que, je dirais, en ce moment, il faut que vous puissiez, je dirais, produire ou commander justement le strict nécessaire.
Alors pourquoi? Parce que souvent, on a des tarifs parce qu'on achète en masse. Évidemment, on va acheter en masse, mais sauf que cet argent-là, je dirais, elle est dans vos stocks. Elle n'est pas dans votre trésorerie, c'est-à-dire que vous avez dépensé. Donc dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de vraiment acheter le minimum, juste le minimum, ce que vous avez besoin pour vendre ou pour produire, je veux dire, ou pour votre chiffre d'affaires. Donc c'est important, surtout que, je dirais, il faut aussi évaluer ce qu'on appelle un stock de sécurité. C'est votre stock minimal, c'est-à-dire si j'ai une rupture de livraison, mon fournisseur a un problème de transport, choses comme ça, il me faut un stock de sécurité qui correspond à 8 jours, 15 jours, ça dépend, vous l'évaluez. Ce stock de sécurité-là, eh c'est le stock qui est toujours minimal, entre guillemets. Ça vous laisse, par exemple, s'il y a une rupture, vous savez que vous avez 8 jours pour réagir. 8 jours pour que le fournisseur puisse vous réapprovisionner ou changer de fournisseur ou trouver une autre solution d'approvisionnement. Donc ce stock de sécurité, c'est important de toujours l'avoir. Et entre guillemets, pas avoir plus, parce que si vous avez plus, eh bien vous financez quelque chose. Et tout ce que vous financez, vous ne l'avez pas en trésorerie. C'est de l'argent qui dort. Voilà, c'est de l'argent qui dort, exactement. Voilà. Et puis, ce qui existe aussi, c'est que très peu de personnes le savent, c'est qu'on peut gager son stock. On peut avoir un crédit sur gage, c'est-à-dire vos stocks. Par exemple, votre stock de sécurité, qui correspond à une semaine, eh bien, on va dire c'est 10 000 euros. Eh bien, ces 10 000 euros, c'est 10 000 euros que vous n'avez pas dans votre trésorerie, parce qu'il est constamment dans votre stock de sécurité. Vous le gagez à hauteur de 10 000 euros. Généralement, c'est un stock qui est rarement utilisé, parce qu'il est toujours présent. Donc, ça vous permet que la banque finance ces 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, vous les retrouvez en trésorerie. Donc, il ne faut pas hésiter, je dirais, c'est une solution qui peut exister. Donc ça, à voir avec votre banquier, allez voir pour pouvoir gager votre stock de sécurité. Ça vous permet de retrouver la valeur de votre stock sur votre compte en banque. La troisième, je dirais le troisième élément du BFR sur lequel on peut à jour, c'est le fournisseur. Alors là, c'est vraiment important de dialoguer et de négocier avec le fournisseur, qui vient négocier. Donc, ce qu'il faut que vous puissiez, je dirais, évaluer, c'est ce qu'on appelle vos fournisseurs qui sont stratégiques, ce qu'on appelle les fournisseurs de premier rang, ceux qui, je dirais, qui, sans eux, vous ne pouvez pas fonctionner. C'est-à-dire, entre guillemets, vos matières premières, ou vos achats, vos produits phares, ou des éléments comme ça. Donc, il faut vraiment, je dirais, les chouchouter. C'est plus cela avec, je dirais, il faut éviter la rupture. Donc, cela, je dirais, il faut négocier avec eux pour que tout se passe bien, négocier des délais, des choses comme ça, mais par contre, faire en sorte que, je dirais, le lien ou je dirais, l'approvisionnement soit, je dirais, effectif et efficace. Oui, c'est-à-dire qu'on est en négociation, mais plutôt sur un accord de partenariat gagnant-gagnant. Oui, et bien c'est surtout que ceux-là, entre guillemets, je dirais, ils sont, c'est indispensable. Il faut vraiment que la relation soit, je dirais, efficace et constructive. Après, vous avez des fournisseurs de second ou de deuxième rang qui sont, je dirais, moins indispensables pour vous. Donc, soit vous freinez, je dirais, les achats, soit vous dites, ben, c'est comme ça, ou j'arrête avec vous. Vous voyez, il y a des moyens de communication, des fois, qui peuvent être assez durs, mais c'est important. Il y a ceux qu'il faut privilégier, et ceux avec lesquels ben, vous pouvez, je dirais, beaucoup plus vous permettre, je dirais, d'être, je dirais, incisif, ou je dirais, on va dire, méchant dans la négociation, hein, pour utiliser un terme. Parce que, je dirais, c'est pas indispensable, mais ça va vous permettre, vous, de pouvoir, ben, je dirais, travailler sur votre trésorerie. Alors, travailler de quelle manière? Vous allez pouvoir voir. Hein? Donc, c'est de pouvoir décaler les paiements. Donc, un fournisseur principal, s'il ne veut pas décaler les paiements, ben, vous ne décalez pas. Un fournisseur secondaire, ben, il dit c'est pas grave, je ne fais pas la concurrence ou des choses comme ça. Donc, c'est important. Ce qu'il faut, c'est pouvoir décaler les paiements, voire négocier des échéanciers, parce que tout décalage, eh bien, c'est, si vous gagnez une semaine sur un fournisseur, eh bien, c'est la somme que vous lui devez, entre guillemets, vous l'avez 8 jours de plus dans votre trésorerie. Donc, chaque petite négociation avec le fournisseur, eh bien, c'est de l'argent dans votre trésorerie qui est présent. Voilà. Et puis aussi, ce qu'il faut, c'est pouvoir garder la mainmise sur vos paiements. Beaucoup sont en mode de prélèvement. Hein, vous avez beaucoup de fournisseurs qui prélèvent, voilà, vous avez des traites, des choses comme ça. Eh bien, à la rigueur, il faut passer, je dirais, au virement. Ou à la traite, c'est vous qui éditez la traite, c'est vous qui éditez le virement. Parce que, imaginez que vous avez un décalage de 8 jours de paiement d'un client, eh bien, dans ce cas-là, comme c'est vous qui avez la main pour payer vos fournisseurs, vous pouvez décaler les fournisseurs. Alors, évidemment, il faut rester dans le dialogue, il faut les appeler en disant j'ai un souci, voilà, je vous décale de 8 jours, voilà,
faut toujours être dans le respect. De toute façon, les relations, il faut toujours qu'elles soient dans le respect client-fournisseur. Et quand je dis le respect, c'est toujours dans l'anticipation. Toujours prévenir ses fournisseurs, j'ai un souci, j'ai une difficulté, voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez décaler? Est-ce que vous acceptez? Voilà, c'est des éléments comme ça. C'est toujours important. Toujours important d'être dans l'anticipation et je dirais, dans le collaboratif. Jamais, je dirais, couper les vies d'un fournisseur en disant, voilà, puis qui vous appelle, pourquoi on n'est pas payé? Voilà, toujours le prévenir en amont, toujours, c'est toujours important. Et puis voilà, ce qui est encore une solution que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle, je vous ai parlé tout à l'heure du factoring pour céder vos factures, et bien les X, ce qu'on appelle le reverse factoring. C'est-à-dire que, eh bien voilà, c'est le facteur, c'est-à-dire que vous voulez acheter quelque chose, eh bien c'est le facteur qui l'achète pour vous. C'est lui qui avance l'argent, c'est lui qui paye. Et vous paierez votre facteur. Et bien si c'est un fournisseur à 30 jours ou quelque chose comme ça, et bien vous paierez 30 jours plus tard. Donc pendant 30 jours, vous gardez la trésorerie. Évidemment, c'est comme il y a toujours une com, évidemment. Hein, je me doute de la question que Maxime, tu allais me poser. Il y a toujours une commission, mais il faut faire le calcul. C'est-à-dire que vous avez besoin de matières premières, c'est important pour vous, mais sauf que, je veux dire, plutôt que la payer tout de suite, vous allez la payer dans 30 jours. Ce qui ça peut vous laisser le temps, pratiquement, de l'avoir revendue en attendant. Donc c'est important. Et au niveau des taux, on est cohérent avec un facteur classique. Alors là, je ne veux pas parler des taux parce que je ne les connais pas. Il n'y a pas une fourchette? Je ne sais pas. Là, faut vraiment se rapprocher d'eux, il faut vraiment voir. D'accord. Parce que, mais il faut savoir que ça existe. C'est une solution qui n'est pas très connue, mais ça existe également. Et aujourd'hui, en temps de crise, on parle du facteur. À une certaine époque, le facteur, il fallait 1 mois pour mettre en place un contrat de facteur, comme un contrat. Maintenant, ils ont des solutions très rapides. Je dirais en moins de 8 jours, ça peut être mis en place. C'est des solutions un peu plus light, un peu plus... bon, évidemment, il y a l'État par-dessus avec des garanties, des choses comme ça, mais c'est un peu plus rapide. Donc, et par rapport à des solutions de financement dites plus traditionnelles, et d'ailleurs, parmi nous, on a des participants qui peuvent peut-être nous donner des éléments de réponse sur le chat là-dessus. Comment on peut éventuellement comparer ces deux solutions? Ah, tout à fait. Ben après, il faut comparer les taux, mais après, il faut comparer, je dirais, la mise en place, le temps que ça fait gagner, le gain. Je dirais, il ne faut jamais regarder forcément que l'aspect purement financier. Tout à l'heure, on parlait de, quand j'ai répondu à Maxime sur le factoring, c'est aussi l'externalisation de la relance, des choses comme ça. C'est aussi du temps, du confort, de la sécurité que ça apporte. Donc, il n'y a pas des fois que l'aspect financier. Il faut toujours regarder, je dirais, un effet de levier sous l'action globale que ça peut apporter à l'entreprise. Et voilà, donc Maxime, ça va être l'heure du premier sondage. Donc toujours dans un esprit d'innovation, on va vous demander de participer. Donc là, je m'adresse à nos internautes sur Zoom, sur Facebook. Donc je vais vous lire la question et vous pouvez participer en répondant dans les commentaires. Mais là, je vais vous lancer donc un sondage collaboratif. Donc je vous transmets cette question. On va vous tester un petit peu sur votre niveau de connaissance sur cette première question. Donc la question, la compréhension de votre cycle d'exploitation est un aspect important de la gestion des flux de trésorerie. Selon vous, ce cycle mesure combien de jours les fonds de votre entreprise seront immobilisés, les rendant ainsi indisponibles aux fins d'investissement de l'entreprise. Il mesure combien de temps il vous faudra pour atteindre le seuil de rentabilité, ou alors il mesure combien de jours il faut au client pour vous payer. Donc là, vous avez la possibilité, c'est un choix unique. Vous pouvez cocher sur le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Selon vous, le cycle d'exploitation mesure combien les fonds de votre entreprise seront immobilisés, combien de temps il vous faudra pour atteindre le seuil de rentabilité, ou combien de jours il faut au client pour vous payer. Donc là, sur Zoom, on a 15 participants, donc il y a 3 possibilités au vote. Là, j'ai 4 sur 13 qui ont voté, donc je vois le pourcentage. Et après, 6 sur 13, voilà. 7. Donc là, ça vote. Et donc sur Facebook aussi, si vous avez les réponses, on vous attend en commentaire. 8 sur 13 ont voté. Donc je peux répéter la question pour Facebook. La compréhension de votre cycle d'exploitation est un aspect important de la gestion des flux de trésorerie. Selon vous, ce cycle mesure combien de jours les fonds de votre entreprise seront immobilisés, les rendant ainsi indisponibles aux fins d'investissement de l'entreprise. Il mesure combien de temps il vous faudra pour atteindre le seuil de rentabilité,
où il mesure combien de jours il faut au client pour vous payer. Voilà, donc là on a 9 sur Zoom, 9 sur 13 ont voté. On va laisser encore aller 30 secondes et puis je clôt je clôt le sondage. Voilà, 10 sur 13, encore 3. Si tout le monde vote, ce serait top. Il faut laisser un peu de temps, c'est une question technique. Les trois, c'est C'est ça. pas nous, c'est pas nous les trois. Non, moi je ne vote pas. Moi j'ai voté. Toi, normalement, tu as pu voter. Non, moi j'ai que le résultat, je peux pas voter. Ah ouais. Il est co. Il est coparticipant. Ah, d'accord, c'est pour ça. Non, puis je vais Il peut tronquer. pas être. Ouais, c'est ça. Je vais faire monter les C'est ça. bonnes réponses. Exactement. Donc là, 10 sur 13. Allez, encore 30 secondes. Sur Facebook, j'ai pas de commentaires. Là, j'en ai qui cherchent sur Internet, c'est pas possible. J'ai eu le temps de trouver. La compréhension de votre cycle d'exploitation, Allez. mesure. Allez, combien de jours Cinq, les fonds de votre entreprise seront 4, mobilisés? Combien de temps 3, il vous faudra pour atteindre le seuil de rentabilité? Ou un. combien de jours il faut au client pour vous payer? 0. Allez. Tant pis pour les 3 derniers, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Et donc je vais demander à Stéphane de les commenter. Donc Stéphane, selon nos amis sur Facebook, 30% ont voté pour, selon eux, le cycle d'exploitation correspond à combien de jours les fonds de votre entreprise seront immobilisés. 10% combien de temps il faudra atteindre le seuil de rentabilité. La majorité, combien de jours il faut au client pour vous payer. Je te laisse la parole. Ils ont la réponse ou pas? Est-ce qu'ils ont Oui. la réponse? Non, Oui. ils n'ont pas la réponse. Enfin, Là, il voit ce sondage. Il hein. voit le sondage et c'est à toi de nous donner la réponse. D'accord, ok. Donc, la bonne réponse, eh bien, c'est la première. C'est-à-dire combien de jours les fonds de votre entreprise sont immobilisés. Pourquoi? Parce que, je dirais, votre besoin en fonds de roulement, je dirais, votre cycle d'exploitation doit financer, entre guillemets, vos fournisseurs, entre guillemets, et vos stocks. Donc, entre guillemets, c'est-à-dire que cet argent-là, elle sert je dirais, à alimenter le circuit client, fournisseur, stock, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à investir. Je dirais en théorie, je dis bien, parce que certains le font et je le déconseille, on n'utilise pas la trésorerie pour les investissements. La trésorerie, elle sert à alimenter, je dirais, à alimenter les stocks et les fournisseurs. Voilà. Et ça, vous le verrez peut-être avec votre banquier. Vous avez besoin d'investir. Il faut aller voir le banquier, il faut faire des prêts, entre guillemets. Parce que sinon, vous piochez dans votre fonds de roulement de société et vous la mettez un petit peu à mal, entre guillemets. Voilà. Pour répondre pour la deuxième question, le temps qu'il faudra pour atteindre le seuil de rentabilité, ben non, parce que là, on est plus sur, je dirais, le calcul du résultat. Et la trésorerie et le résultat, c'est deux choses différentes. La trésorerie, c'est de l'argent, c'est du cash. Et le résultat, entre guillemets, c'est le résultat que vous avez au final sur lequel est calculé, entre guillemets, les impôts sur lesquels vous allez. Mais des fois, il y a un delta. Et le delta, mais vous verrez dans le besoin de fonds de roulement, c'est ce qu'on appelle les délais de règlement. C'est ça qui fait le delta. Et puis, pour la dernière question, combien de jours il faut au client pour vous payer? Eh bien non. Je dirais, votre cycle d'exploitation vous donne votre délai moyen de règlement client. C'est une indication, mais ce n'est pas le nombre de jours qu'il vous faut pour payer vos clients. C'est vraiment une indication qui vous dit, ben moi, mes clients, ils me payent à telle info. C'est juste une info. Donc, c'est vraiment, le cycle d'exploitation, ça vous permet de savoir, entre guillemets, l'argent que vous avez pour pouvoir financer vos stocks et vos fournisseurs. Et voilà. Et par contre, ben, évidemment, pas vos investissements. Après, si ça n'a pas été assez clair pour certains, ben, je dirais, je pourrais faire une explication en détail on demandera en fin à la fin. Là. En fin de petit-déj d'intervenir. Si vous avez des questions, éventuellement, vous pouvez les noter sur le chat, comme ça on y reviendra. C'est vrai que la question trésorerie-résultat, c'est quand même une question assez récurrente. C'est une notion qui est quand même assez difficile, je dirais, à appréhender. Bon, facilement pour des, je dirais, comptables ou des financiers, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc s'il y a besoin d'informations complémentaires, ça sera avec volontiers, avec plaisir. Donc là, Stéphane, il est 9h30, on arrive à la moitié du petit-déj pro. Ce que je te propose, donc, je crois qu'il y a une deuxième partie justement pour aller sur les aides. Tout à fait. On prévoit 15-20 minutes peut-être là-dessus. Et puis après, on enchaîne sur la partie débat, ouverture avec Facebook et Zoom. Très bien. Alors, les mesures d'aide gouvernementale. Donc, c'est des choses que vous aviez vues un petit peu, je dirais, le petit déjeuner sur les aides.
Donc là, l'objectif, c'est de vous rappeler un petit peu, je dirais, les différentes aides. Donc le contexte actuel, bon, actuel, oui, et puis surtout du premier confinement, ça a été un arrêt brutal ou vraiment une baisse d'activité pour la plupart des entreprises. Et puis, ce qui va dire un peu un effet boule de neige aussi dans le, je dirais sur le marché économique. Donc l'objectif du gouvernement par rapport aux aides, ben, évidemment, pour eux, c'était d'éviter les licenciements en période de confinement. C'est vraiment un point sur lequel ils s'étaient attachés. Et puis, ben, ils voulaient éviter toutes les faillites d'entreprises durant la crise. Alors, je ne dis pas que les entreprises qui étaient déjà vouées à la faillite avant le confinement, je dirais, n'ont pas déposé de bilan, mais en tout cas, toutes celles qui ont subi, entre guillemets, l'effet Covid, l'objectif, c'était de faire en sorte qu'ils ne déposent pas le bilan. Donc, c'était vraiment leur donner, je dirais, les aider sur ce plan-là. Donc, les aides, elles étaient de deux manières possibles. Vous aviez, entre guillemets, les aides qui étaient en sorte pour vous sortiez, pour limiter vos sorties d'argent. Donc, faire en sorte que votre trésorerie, ben, je dirais, ne diminue pas. Donc, pour pouvoir limiter les trésoreries d'argent, eh bien, ils ont instauré un petit peu ce qu'on appelle les reports de charges. Donc, l'URSSAF vous permettait de pouvoir reporter vos charges. Les impôts, c'est-à-dire que vos impôts pouvaient être reportés, toutes vos taxes, et puis également les retraites complémentaires aussi. Donc, beaucoup, je dirais, d'organismes publics collecteurs ont fait en sorte que, je dirais, ben, vos paiements puissent être reportés. Et puis, bah, ils vous ont permis aussi, ils favorisaient de pouvoir décaler, je dirais, le paiement de certaines charges. On parle du loyer, de l'électricité, du gaz. Donc, toutes ces choses-là, vous pouviez négocier avec tous vos fournisseurs pour décaler le paiement. Pour les loyers, c'est vrai que après, c'était des négociations. Tout dépend si vous aviez, entre guillemets, des bailleurs de fonds publics ou si c'était des particuliers. Bon, bah, c'est les bailleurs de fonds publics qui étaient plus enclins de le faire parce que c'était des éléments, des organismes parapublics, mais après les bailleurs particuliers, c'était, je dirais, une négociation vraiment de gré à gré, fallait avec eux, mais je dirais certains ont joué le jeu, et je pense que c'est important que tout le monde puisse jouer le jeu dans ce contexte-là. Et puis évidemment avec les banques, hein, vous aviez, je dirais, différé des emprunts, des crédits baux, donc voilà, donc il y avait plusieurs particularités qui existaient pour pouvoir décaler. Il y avait des dates de décalage, là, voilà, vous voyez, jusqu'à 6 mois, est-ce que les intérêts étaient décalés, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup, là, il fallait vraiment retourner vers, je dirais, vos partenaires, je dirais, bancaires, pour voir avec eux toutes les options qui étaient possibles et toutes les aides qui pouvaient apporter à ce niveau-là. Et puis, ben, évidemment, il ne faut pas oublier que c'est aussi de mettre le chômage partiel en place dans votre entreprise. Parce que ben, vos salariés, je dirais, si vous avez une baisse d'activité, ben, ça vous évitait justement de pouvoir payer, je dirais, la partie du temps où ils ne travaillaient pas. Donc, voilà. Donc là, ça résume un petit peu toutes les aides, entre guillemets, qui faisaient en sorte que ça limitait vos sorties d'argent. Et c'est important, quand vous aviez tout ça, vous s'y mettre, hein, entre guillemets, toutes ces informations-là, toutes ces mesures, je dirais, en place, et ben, ça faisait en sorte que, ben, je dirais, votre trésorerie, elle ne fondait pas comme neige au soleil. C'est très important. Dans un deuxième plan, vous aviez également, évidemment, l'objectif c'était de toutes les aides qui étaient favoriser les encaissements. Alors ça a été un peu moins, je dirais, suivi, parce qu'on pensait surtout aux dépenses, mais il y a surtout des rentrées d'argent. Et il y en a plus qu'on ne le croit, entre guillemets, qui était, par exemple, ben, si vous aviez un crédit de TVA ou un crédit d'impôt, eh bien, ce n'était pas d'attendre. Par exemple, le crédit de TVA, c'est sur le trimestre. On attend que le trimestre soit écoulé, on fait la demande. Voilà. Là, dès la fin du mois, vous aviez un crédit de TVA, mais il fallait faire la demande tout de suite. Donc, c'était intéressant. Ça vous laissait, ben, par exemple, au lieu d'attendre 2 mois de plus, vous aviez tout de suite votre crédit de TVA qui venait je dirais, en trésorerie. Et pareil pour l'IS, lorsque vous avez des crédits d'IS. Donc ça, c'est important que l'État, je dirais, parce que là, au lieu d'attendre un crédit d'impôt, c'est une fois par an, entre guillemets, au lieu d'attendre 6 mois avant de l'avoir, mais vous l'aviez tout de suite. Vous aviez aussi des demandes de remboursement, ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, je dirais tous ces crédits d'impôt, entre guillemets, vous y aviez droit. Eh bien, dès que vous aviez l'opportunité d'y avoir droit, il fallait faire la demande tout de suite, et ils étaient très enclins à vous l'avancer. Alors peut-être qu'il y avait une régule après, je dirais, de régulation par rapport au timing, mais au moins ça vous permettait de pouvoir, je dirais, avoir tous ces montants, je dirais, que vous aviez droit, entre guillemets, vous saviez,
mais qu'en temps normal, il fallait attendre le délai normal pour y avoir droit, là, vous pouvez faire la demande tout de suite et c'était très, 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 très réactif. Et puis, justement, là, je vais revenir un petit peu sur les possibilités de financement. Là, vous l'avez dû voir justement lors de précédents déjeuners sur la trésorerie, on va dire, phase 1, entre guillemets, partie 1. Là, je dirais avec la Banque Populaire, vous avez pu faire un peu l'éventail précisément de toutes ces fonctions-là. Donc là, c'est important. Donc, vous voyez, dans le lot, il y a le PGE, il y a tous ces éléments-là. Et là, il y a beaucoup d'éléments. Et je pense que c'est important d'aller voir son partenaire banquier et de voir avec lui toutes les aides auxquelles on peut avoir droit. Il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est fait pour ça. Et entre guillemets, ça aide pas mal. Alors après, moi, je donnerais juste un conseil par rapport, par exemple, au PGE. Allez-y. Tout le monde y a droit quasiment. Hein. Je crois que d'après mes dernières infos, 98% des gens qui font la demande l'ont. Donc tout le monde y a droit. Allez-y, prenez-le, mais sincèrement, ne l'utilisez pas. C'est-à-dire, ne l'utilisez que si vous n'avez pas d'autre chose. C'est-à-dire, prenez-le, gardez-le sur votre trésorerie et utilisez tous les autres effets de levier qui possibles. Et celui-là, si vraiment à un moment vous avez besoin que l'activité est vraiment difficile, eh bien, commencez à l'utiliser. Mais le mieux, c'est pas utiliser. Pourquoi ne pas utiliser? Parce qu'il sera remboursé, entre guillemets. Donc, si vous piochez dedans, ça veut dire qu'à la fin, eh bien, il faudra que vous retrouviez de la rentabilité et même une rentabilité supérieure pour rembourser, pour faire face à vos frais normaux, plus le remboursement du prêt. Voilà. Donc, je dirais, ne l'utilisez pas. Par contre, prenez-le. C'est une bouffée, c'est une bouée. Elle est là. Utilisez tous les autres leviers. Et celui-là, si vraiment il sera là. Il permettra de vous aider. Et des fois, il peut vous aider, je dirais, sur, on va dire, par exemple, on parlait tout à l'heure de délai fournisseur ou délai client. Pendant 8 jours, vous allez avoir une trésorerie négative, vous prenez dans le PGE, et 8 jours après, votre client vous paye, hop, vous remettez l'argent sur le PGE en disant je le remets de côté, comme ça je peux le rembourser. Ça peut être, je dirais, une bouée de secours, même de 8 jours, 15 jours, dans votre cycle de trésorerie qui peut être un peu chaotique, mais au moins, je dirais, il est là. Plutôt que, je dirais, être à découvert, avoir des blocages, je dirais, d'opérations, ne serait-ce par rapport à vos fournisseurs. Si vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs, il va bloquer vos matières premières, choses comme ça. Donc, vous voyez, dans votre cycle, je dirais, pas forcément financier, je ne parle pas de blocage bancaire ou de choses comme ça, je parle de blocage de livraison ou de choses comme ça, parce qu'eux aussi sont en tension, et s'ils voient qu'un client ne les paye pas, tout de suite, ils ont une réaction, ils bloquent. Voilà. Donc, ce PGE, c'est vraiment une bouée de secours, entre guillemets, comme une roue de secours que vous utilisez, mais c'est pareil, une roue de secours, c'est pas fait pour rouler avec. Voilà. Donc elle est là quand vous avez besoin, et dès que, je dirais, vous n'en avez plus besoin, vous remettez la roue normale, et puis vous la remettez en roue de secours. Donc voilà. Par contre, moi je trouve que c'est un bel outil. Mais, comme toute roue de secours, le mieux, c'est pas d'utiliser. Voilà. Alors, et voilà. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'aides. Alors ça, on ne le pense pas forcément en termes de la région. Alors le département, je dirais, il est plus dans l'aide, conseil, choses comme ça, mais beaucoup d'aides de la région. Je sais que Tours, il y a la métropole de Tours aussi qui fait des aides, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. La communauté de communes Touraine-Est-Vallée. Voilà, la communauté de communes Touraine-Est-Vallée aussi, donc pas hésiter à aller les voir. Échanger avec eux. Ils vont faire un petit peu le tour d'horizon de vos difficultés, de voir par rapport, je dirais, à votre structure, à vos conditions, je dirais, si vous rentrez, je dirais, dans quels critères vous rentrez, en fonction de vos critères, quelle aide vous pouvez avoir droit. Et c'est important, n'hésitez pas. Je dirais, sollicitez, et vous verrez si vous avez droit. Que si vous ne sollicitez pas, vous êtes sûr que vous n'aurez pas droit. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, entre guillemets, de tous ces partenaires-là. Oui, c'est ça. On a organisé avec l'association RF une visioconférence avec le député de notre circonscription, Daniel Labaronne, et Vincent Maurette, le président de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée. Et le message, c'était vraiment ne restez pas seuls. Les partenaires sont là, donc le service économique de Touraine-Est-Vallée, les CCI, la région. L'idée, c'est d'échanger si vous avez des difficultés. Et il y a des dispositifs, des solutions qui sont là pour vous aider. Tout à fait. La chambre de métier, chambre de commerce. Oui. Alors, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à demander des renseignements, à solliciter. Voilà. Donc, je dirais, par rapport à tous les effets de levier là, que je vous ai énoncés, il existe aussi ce qu'on appelle le prévisionnel de trésorerie. Donc, pourquoi construire un prévisionnel de trésorerie? Eh bien, parce que ça permet de suivre, je dirais, votre trésorerie, savoir où vous en êtes, mais aussi de l'anticiper. Parce qu'avec un prévisionnel de trésorerie, vous pouvez savoir, entre guillemets, que dans 8, 15 jours ou dans un mois, vous allez avoir un besoin de trésorerie.
Parce que par rapport à toutes vos rentrées d'argent, par rapport à tous vos décaissements, et même par rapport à votre baisse de chiffre d'affaires par exemple, vous savez que dans 15 jours, 3 semaines, eh bien, vous allez être dans le rouge. Donc ça vous laisse 15 jours, 3 semaines, eh bien, pour pouvoir agir, pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est important d'être dans cette situation. Parce que quelqu'un qui ne sait pas si c'est demain ou dans 3 semaines qu'il va être dans le rouge, eh bien il va peut-être paniquer. Alors que là, vous savez que vous avez parlé dans 3 semaines, eh bien vous êtes serein. Dans 3 semaines, vous allez construire sereinement, vous allez voir vos partenaires, vous allez solliciter des aides, vous allez agir sur vos effets de levier, vous allez appeler vos fournisseurs, négocier avec vos clients, vous allez mieux gérer votre stock. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir aussi, c'est-à-dire vos 3 semaines, en ayant ces moyens d'action sur, je dirais, tous vos stocks fournisseurs et clients, vous allez pouvoir voir que ce moyen d'action vont faire en sorte que vos 3 semaines vont se transformer en un mois et demi. Parce que vous avez mis en place des moyens d'action qui ont fait que vous avez optimisé votre trésorerie et la période entre guillemets critique va se décaler dans le temps parce que vous avez favorisé, je dirais, des rentrées d'argent sur votre trésorerie. J'ai Julien Hoth qui est avec nous sur Zoom qui nous dit, donc je suppose que c'est en lien avec le prévisionnel de trésorerie, selon lui est à mettre en lien avec son prévisionnel de production construit avec ses clients, bien sûr quand on est une entreprise qui produit ou qui fabrique. Tout à fait. Alors le prévisionnel de trésorerie, je dirais, c'est toutes les rentrées d'argent et toutes les sorties. Mais toutes les rentrées d'argent, c'est avec le prévisionnel d'activité. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, on ne peut pas, je dirais, évaluer notre chiffre d'affaires par rapport, je dirais, à une baguette magique. C'est par rapport, je dirais, aux commandes qu'on a, aux factures à venir, aux factures à faire, et je dirais, donc c'est par rapport à ces éléments-là. Donc évidemment, le prévisionnel de trésorerie est vraiment, je dirais, construit en concomitance avec le prévisionnel d'activité. Tout à fait. Merci Julien pour ton intervention dessus. Voilà, donc l'objectif, par exemple, prévoir une trésorerie, c'est important de prévoir une trésorerie, bon, je pense à 3 mois. Après, je connais des personnes, des dirigeants qui ont besoin, eux, d'avoir une trésorerie une fois par mois. Donc, parce qu'elle n'est pas tellement cyclique. Et des personnes ont besoin plus à la semaine. Parce que le chiffre d'affaires est chaotique, les décaissements sont chaotiques, voilà, tout dépend. Certaines entreprises ont négocié qu'ils payent tous les salaires, les fournisseurs, tout le 30 du mois. Donc pour eux, ils savent qu'une fois par mois, ça suffit. Ils font leur trésorerie 8 jours avant la date où tout doit être décaissé. Comme ça, ils savent s'ils sont de quoi pouvoir assurer. Mais après, on ne peut pas. Il y a des roulements par rapport aux encaissements, surtout par rapport aux encaissements, il y a des roulements. Ce qui fait qu'on ne peut pas gérer, je dirais, en mensuel. Parce que des fois, à 8 jours près, vous pouvez avoir, je dirais, une trésorerie complètement basse et puis 8 jours après complètement haute. Donc voilà, donc après vous avez des activités qui sont assez régulières, avec des chiffres d'affaires plus ou moins cohérents, réguliers. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de faire un prévisionnel de trésorerie et puis de l'adapter par rapport à votre activité et par rapport aux besoins. Quelqu'un qui est très linéaire, son besoin de trésorerie, c'est juste une fois par mois, ça peut être suffisant. Par contre, quelqu'un de très chaotique, ça peut être difficile. Donc pour faire un prévisionnel de trésorerie, comme l'a dit Julien, évidemment il faut le faire par rapport à son prévisionnel d'exploitation, mais aussi ce qu'il faut c'est que la comptabilité soit à jour. Il est important que votre comptabilité soit à jour, parce que si vous n'avez pas saisi vos factures clients, si vous n'avez pas saisi vos factures d'achat, fournisseurs, je dirais que vous n'avez pas mis ça dans le prévisionnel, parce qu'on extrait quand même ces informations par rapport à, je dirais, à toutes ces comptabilités. Donc c'est important d'avoir une situation comptable, je dirais, à jour, pour pouvoir justement alimenter ces prévisionnels de trésorerie et d'activité. Et finalement, avoir un prévisionnel de trésorerie avec une situation comptable non à jour, c'est un non-sens, quoi. Ça veut dire que vous allez la faire, mais il va falloir prendre toutes les factures d'achat à la main et toutes vos bons de commande à la main également. Donc je dirais que ça n'a aucun intérêt. Vous allez perdre beaucoup de temps, alors que tout, je dirais, doit être saisi. Et à partir de là, vous avez une comptabilité qui est fiable, qui est à jour. Et à partir de là, vous pouvez construire votre prévisionnel par rapport à quelque chose de fiable. Alors, un petit prévisionnel de trésorerie, juste un exemple, grosso modo. Donc, vous avez les encaissements, vous avez vos décaissements. Donc, l'objectif, grosso modo, ici, par exemple, évidemment, du fait qu'on est en période de crise et en baisse d'activité, les encaissements sont inférieurs aux décaissements. Grosso modo, vous avez 15-10 d'encaissements par semaine et vous avez des décaissements qui font le double. Donc, évidemment, votre trésorerie, par exemple, vous aviez une trésorerie de 39 au début, évidemment, elles font comme neige au soleil chaque semaine. Donc, quand on regarde sur ce tableau, je ne sais pas si tout le monde a une bonne visibilité, en semaine 3, vous vous retrouvez à moins 2. Voilà. Et si vous continuez comme ça, en semaine 4, à moins 13, et ainsi de suite. Donc là, ça vous permet de dire qu'en semaine 3, je vais être négatif, donc vous avez 15 jours pour pouvoir agir.
Et durant ces 15 jours, par exemple, en fin de semaine 2, ou durant la semaine 2, vous faites un PGE, par exemple. Donc votre PGE fait que de moins 2, comme vous avez fait un PGE à 100, vous vous retrouvez à 98. Donc voilà, donc ça vous permet de pouvoir dire, quand est-ce que je vais être en négatif. Et si par exemple vous négociez, par exemple, vos encaissements clients, vous demandez des acomptes, d'un seul coup, vous aviez prévu en semaine 2 d'avoir des encaissements de 10, mais là, comme il y a 2-3 acomptes qui vont arriver, vous allez vous retrouver à 15 ou à 20 d'encaissement. Donc là, ça va faire remonter votre trésorerie, et votre moins 2, il va se retrouver, lui, décalé de semaine 3, il va se retrouver en semaine 4 ou en semaine 5. Donc vous savez que vous avez gagné 2 semaines, je dirais, de bouffée d'oxygène sur votre trésorerie. Voilà, donc c'est pour ça que le prévisionnel de trésorerie, ça vous permet d'avoir des objectifs, voir où vous en êtes, et en même temps, ça permet de voir au jour le jour comment vous agissez dessus, comment vos effets de levier interagissent dessus. Donc c'est important. C'est à la fois un contrôle de vos actions et puis en même temps une prévision de comment va aller votre trésorerie pour pouvoir prendre des décisions. Je suis convaincu, Stéphane, sur le fait que ce soit essentiel. J'ai une excellente remarque d'Éric Emmanueli. Là, on le voit bien en fait dans ton tableau. Peut-être que c'était pour dire que c'est une approche facile. En fait, on peut faire un tableau Excel. En fait, c'est abordable à tout le monde. Mais la remarque d'Éric nous dit en fait, ce temps perdu à construire un prévisionnel de trésorerie, il est possible aujourd'hui de mettre en place un logiciel de gestion, achat et vente afin d'éviter la double saisie et d'avoir en fait une visibilité sur sa gestion de trésorerie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Eric. Par contre, je dirais une TPE ou une petite PME n'a peut-être pas les moyens d'avoir un logiciel de trésorerie. C'est pas forcément évident, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en place, il faut le payer, il faut payer un installateur. Ouais, il y a toute une charge. L'avantage d'un logiciel, d'Excel, entre guillemets, c'est que c'est rapide, faites rapidement. Alors rien n'empêche après, une fois que ça fonctionne, vous avez compris que ça fonctionne, et si, après, vous avez le temps, les moyens financiers, les moyens en temps, de pouvoir réfléchir à une solution logicielle, pourquoi pas? Je suis tout à fait favorable. C'est sûr qu'après, on va gagner du temps. Parce qu'après, une fois que c'est dans le logiciel, que les achats sont saisis dans la facture, choses comme ça va beaucoup plus rapidement. Mais au départ, pour pouvoir, le mettre en place et tester la solution et tester, entre guillemets, la pertinence, parce que c'est ça qui est important, je pense que cette solution-là, ça permet de tester un peu plus l'état d'esprit ou la dynamique de faire un prévisionnel de trésorerie. Et une fois qu'on sait que c'est pertinent, que ça fonctionne, et qu'on se dit, je voudrais aller un peu plus loin, je veux quelque chose de plus rapide, éviter une ressaisie, ça je suis tout à fait d'accord. Après, c'est la pertinence, est-ce qu'on a les moyens financiers, est-ce qu'on a les moyens en temps, mais là ça permet, en temps de crise, de le mettre tout de suite en place. D'être tout de suite opérationnel. Ça vous prend... Eric me dit qu'il y a des solutions en ligne qui sont abordables. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à voir gratuit. Beaucoup qui se sont développés aussi durant le confinement. Beaucoup aussi également. Tout à fait. Après, je crois que c'est un calcul un peu comme tu parlais sur les factos, c'est-à-dire qu'il y a aussi le coût de collaborateur qui va gérer en fait cet outil-là. Est-ce qu'en entreprise, est-ce que la comptabilité est à jour déjà? Est-ce qu'on a comptabilité à jour? Est-ce que cette application va falloir l'alimenter dans les données? Va falloir la lier au logiciel? Donc ça nécessite un temps. C'est tout à fait faisable. Mais moi je parlais d'action rapide en temps de crise ou de choses comme ça, c'est déjà de mettre un Excel. L'Excel fonctionne, et pendant qu'il fonctionne, on va réfléchir à une solution logicielle, voir si on a les moyens, si on a le temps, et puis si on a les moyens techniques en place, si on a quelqu'un pour l'alimenter, pour le mettre en place. Parce que des fois aussi la comptabilité est externalisée. Donc c'est-à-dire que les données aussi sont externalisées aussi. Et la réactivité, entre guillemets, n'est pas forcément la même. Quand on a une comptabilité en interne, c'est plus facile d'être réactif. Donc c'est à étudier. Mais dans un premier temps, en rapidité, en one shot, c'est vraiment de mettre ça, sous Excel. Comme ça, au moins, ça fonctionne, on a une visibilité. Et après, on réfléchit à une solution, logicielle. C'est évolutif. Voilà. Et puis, sondage 2. Voilà. Donc, du coup, on arrive à la fin de cette présentation. On a souhaité faire un lien entre la fin de ce petit déj pro de Stéphane. Merci encore pour ton intervention. Donc on va vous lancer un dernier sondage pour faire le lien justement et puis lancer le débat. Donc comme tout à l'heure, donc là c'est sur aussi nos internautes sur Zoom.
Sur Facebook, vous pouvez répondre donc, en commentaire, parce qu'on est aussi en Facebook Live donc, tout au long de cette matinée sur la page Le Rubik's Co, la page Facebook. On vous rassure, la question est plus simple et plus courte. Normalement. La question en fait vous concerne, Normalement. elle est très simple. Donc là cette fois-ci c'est à choix multiple, vous pouvez cocher plusieurs cases. Donc en fait on va vous demander, et vous, avez-vous mis en place des actions pour agir? Si vous avez agi donc, sur votre poste client, vous cochez la case numéro 1. Si vous avez agi sur votre poste fournisseur, vous cochez la case numéro 2. Vous avez agi sur vos stocks, case numéro 3. Vous avez un suivi de trésorerie, vous cochez la 4. Et si vous n'avez rien fait, vous cochez la dernière case. Si vous avez tout mis en place, donc vous pouvez cocher les 4 premières questions et voter. Donc là, j'ai une personne sur 11 qui a voté. 2 et 4. J'ai en effet Eric Emmanueli qui dit qu'il aurait été en fait judicieux d'ajouter j'ai agi aussi sur mon offre de service. Ah, baisser les prix, Ah, mais de toute façon, il n'y a, ça peut être, pas que des moyens d'action que sur le BFR. Hein. Il y Bien a sûr. aussi des. effectivement, d'appeler les clients et de leur proposer un prix plus intéressant pour décider tout de suite et pour faire rentrer de l'argent. Il y a beaucoup d'actions. Il y a l'offre de service, mais on parle aussi simplement du click and collect aussi, qui est aussi je dirais une méthode ou un moyen, je dirais, de livraison qui fait que on change un petit peu, pas forcément l'offre en tant que telle, mais la possibilité Ouais. D'être plus souple. d'accéder Ouais, au d'être un peu produit plus souple. Ouais. ou au service. Il y a Sabrina Peintre qui nous dit banque égale fournisseur, point d'interrogation. Je pense en gros, si elle a agi en fait sur son poste, enfin avec les banques en fait, est-ce qu'elle peut cocher selon toi est-ce que les banques en fait fait partie des fournisseurs? Oui, Oui. moi je Oui. veux dire oui. Moi je veux dire oui, tout à Oui. fait. C'est un prestataire de service. Hein. Bonne remarque Sabrina, donc la réponse est oui. La banque est forcément oui un fournisseur. C'est un fournisseur, un partenaire privilégié. Bien sûr. Partenaire, j'espère. Ils ont été très corrects. Donc là j'ai 8 personnes sur 11, ça fait 2 minutes, allez on laisse encore 20 secondes, et puis on clôt le sondage et on met en place C'est les 3 mêmes personnes qui Le débat. ne peuvent pas répondre. c'est ça ouais. Et on a un vote sur Facebook. On a un vote sur Facebook, oui, il y a Emeline qui nous a dit qu'elle a Ouais. mis en place un PGE, c'est ça? Oui, et la réponse 4 aussi. 1, 2, 3, 4, donc elle a un suivi de trésorerie. Ok, merci Emeline sur Facebook qui nous suit. Partenaire, j'espère, oui, il y a notre partenaire, donc la Banque Populaire qui nous dit partenaire, j'espère, fournisseur, partenaire, bien sûr. Exactement, partenaire privilégié. Partenaire privilégié, exactement, Eric souligne banque plus expert comptable, ce sont des partenaires privilégiés. Exactement. Je clôt le sondage et je vous le partage, et donc je vais demander après à Stéphane de le commenter, et puis après chacun, vous pouvez interagir. J'ai aussi une remarque d'Eric Emmanuel tout à l'heure, donc je vous partage les résultats. Donc sur Zoom, on a 13%, donc une personne sur 8 qui a voté, qui n'a pas mis encore d'action en place, donc il a encore plein de leviers à mettre en place dans sa structure. On a une majorité qui a un suivi de trésorerie, 88%, 7 sur 8 qui ont voté. C'est rassurant. C'est rassurant, et donc Emeline aussi sur Facebook. Donc a priori ce levier-là est en place. Après avoir peut-être qu'en effet, comme disait Eric, il y a des possibilités d'amélioration ou d'optimisation avec des logiciels. On a 25% qui ont agi sur leur stock. Alors cette question peut être tronquée parce que forcément tout le monde n'a pas de stock. Exactement. Et enfin, on a 63% qui ont agi sur leur poste client et 63% qui ont agi sur leur poste fournisseur. Merci en tout cas pour vos réponses. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Et puis après, je vous laisse prendre la parole sur Facebook ou sur Zoom pour interagir. Parce que je vois, c'est que, je dirais, il n'y a qu'une personne qui n'a pas mis de choses en place. Après, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que. Il n'a pas besoin. Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas besoin. Voilà. Mais je pense que tout le monde a agi. On voit que tout le monde a agi. Après, tout le monde a mis un suivi de trésorerie. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par suivi de trésorerie? Est-ce que c'est je suis ma trésorerie ou est-ce que j'ai un prévisionnel? Je suis dans l'anticipation de trésorerie. Et après, est-ce que cette anticipation, je m'en sers aussi pour vérifier que mes actions sur mes effets de levier interagissent dans ce prévisionnel.
Donc voilà, donc il y a différents niveaux, je dirais, d'études et de suivi de trésorerie, mais c'est vrai que de toute façon, tout le monde a suivi ça parce que c'était un peu le nerf de la guerre. Bien Donc sûr. c'est important. Après, il y a différents niveaux, et puis, ben, comme disait Eric, il y a différents outils après, qui peuvent être un peu plus performants également. Mais ce qui est important, c'est au-delà d'avoir un suivi, c'est d'être vraiment dans l'anticipation. Et de suivre, je dirais, ce qu'on met en place, comment ça impacte l'anticipation. Parce qu'évidemment, on peut avoir un suivi de trésorerie, dans 3 mois, voilà, je sais que dans 3 mois je suis comme ça, et puis pas l'alimenter. Il faut l'alimenter en permanence par rapport aux nouvelles actions qu'on a mises en place, et puis de voir comment on interagit. Voilà, donc évidemment, moi je m'attendais à ce que beaucoup de gens aient mis des choses en place sur leur poste client, mais on voit que c'est autant sur les postes clients que sur les postes fournisseurs. Mais les postes fournisseurs, bon, ben, évidemment, c'était un petit peu tous les reports, des choses comme ça. Et puis, ben, parce qu'on était plus en termes de report que de négociations financières en tant que telles, c'est plus jeu report. Décalage. Voilà, c'était plus sur des décalages sur ces plans-là. Sur les postes clients, eh bien, je pense que l'offre, oui, certainement, c'était un des axes, mais aussi, je dirais, de pouvoir faire ben, des acomptes, négocier avec eux pour des paiements, je dirais, un petit peu plus rapides, et puis aussi de faire en sorte que les clients continuent à venir, entre guillemets. Parce qu'évidemment, la tendance des fournisseurs, c'est de ne continuer à travailler qu'avec ses fournisseurs, je dirais, principaux, et puis de ne plus travailler avec les autres. Donc, ce qui veut dire en contrepartie, c'est que vous, si vous n'êtes plus un fournisseur principal, ben, vos clients vont moins commander chez vous. Donc, il fallait aussi avoir une action sur ces clients en disant, ben oui, je continue, ou je vous fais des conditions, voilà, choses comme ça, pour que vous puissiez continuer aussi. Parce que l'objectif, c'est aussi de continuer, qu'il y ait toujours un flux d'activité également. Donc c'est important. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment raisonner sur des points très précis, on est toujours dans une globalité. Il faut qu'il y ait des flux d'activité, il faut qu'il y ait des flux de trésorerie, voilà, pour alimenter notre trésorerie, mais on ne peut pas raisonner que trésorerie ou que activité. Les deux sont un peu liés, parce que les deux font que, je dirais, pour avancer, il faut que les deux soient, je dirais, suivis et gérés. Voilà. Merci Stéphane, je te laisse passer sur la dernière diapositive. Oui. J'ai vu que donc Eric avait pas mal interagi sur notre Zoom. Eric, éventuellement, je te laisse la parole. Il avait une remarque intéressante, en fait, il parlait des salaires. Les salaires, on n'en a pas parlé, mais selon lui, les salaires, c'est bien la trésorerie qui les paye. Alors sur les salaires, on a évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle le chômage partiel. Oui. C'est-à-dire que vos salariés continuent à travailler, ben, vous les payez, ce qui est normal, parce qu'ils produisent. Maintenant, s'ils travaillent à 50%, vous allez payer 50%, et le restant, ben, c'est l'État qui le prenait en charge. Alors, c'est nous qui payons oui, la totalité on avance et l'État rembourse très rapidement. Tout à fait. Très très rapidement. Donc il y a quand même là, il y a une petite avance de trésorerie, donc il y a un petit impact sur la trésorerie. Ouais, mais justement. c'est 8-10 jours. Hein. Voilà, donc 8-10 jours de décalage. Donc pendant 8-10 jours, et 8-10 jours après, vous faites rembourser la partie Du chômage partiel. non travaillé des salariés. Voilà, exactement. Merci, donc on est à votre écoute. Est-ce que sur Zoom...